Chapitre 4. Lorsque Jaune entendit le camion repartir dans l'enchaînement des rapports et sentit le sol vibrer sous le caoutchouc des pneus, il s'arrêta, fit volte-face et le suivit du regard jusqu'au moment où il le perdit de vue. Une fois le camion disparu, il continuait de fixer l'horizon et les miroitements bleutés de l'air. Pensif, il sortit sa flasque de sa poche, dévissa le bouchon, but délicatement une gorgée de whisky et passa la langue sur l'intérieur du goulot, puis sur ses lèvres, pour recueillir tout l'arôme qui aurait pu lui échapper. D'une voix hésitante, il dit « Et là, on a repéré un grand noir !» Mais il ne se souvenait pas de la suite. Finalement, il pivota et trouva devant lui la piste qui partait à angle droit dans les champs. Le soleil cognait et il n'avait pas un souffle d'air pour déranger la poussière fluide. La piste était creusée d'ornières, au fond desquelles la poussière avait glissé et s'était accumulée dans les traces des roues. Jaude fit quelques pas, et elle fusa aussi légère que la farine devant ses nouvelles chaussures jaunes, et le jaune disparut sous le gris de la poussière. Il se baissa et dénoua ses lacets, retira une chaussure, et puis l'autre. Il enfonça avec aise ses pieds humides dans la poussière chaude et sèche, jusqu'à ce qu'elle déborde entre ses orteils, et jusqu'à ce que la peau de ses pieds se retende en séchant. Il ôta sa veste, emballa ses chaussures à l'intérieur et coinça son ballot sous son bras. Et pour finir, il se mit en marche en projetant la poussière devant lui, et en créant un nuage qui flottait bas dans son sillage. Sur la droite, une clôture, 2 fils barbelés et des piquets en saule. Les piquets étaient biscornus et grossièrement taillés. Si le départ d'une branche se présentait à la bonne hauteur, le barbelé passait dans la fourche, autrement il était attaché au piquet par un fil de fer rouillé. Derrière la clôture, le maïs était couché à cause du vent, de la chaleur, de la sécheresse, et les calices à la jonction des feuilles et des tiges étaient remplis de poussière. Jaude marchait d'un pas lourd, son nuage de poussière aux trousses. Il aperçut à quelque distance la carapace bombée d'une tortue, qui rampait lentement, à coups saccadés de ses pattes raides. Il s'arrêta pour l'observer, et son ongle tomba sur la tortue. Instantanément, la tête et les pattes se replièrent, et la petite queue épaisse se coinça de biais dans la carapace. Jaude ramassa la tortue et la retourna. Si le dessus était du même brun gris que la poussière, le dessous était d'un jaune crémeux, propre et lisse. Jaude remonta son paquet sous l'aisselle, caressa avec un doigt le dessous de la carapace et appuya. Le ventre était plus mou que le dos. La vieille tête dure émergea et chercha le doigt qui pressait, et les pattes s'agitèrent dans tous les sens. La tortue mouilla la main de Jaude et se débattit sans succès dans le vide. Jaude la remit à l'endroit et la roula dans sa veste avec ses chaussures. Il la sentit pousser, se débattre et remuer sous son bras. Il reprit sa marche, plus vite à présent, traînant un peu les talons dans la poussière. Devant, sur le côté de la piste, un saule noueux, recouvert de poussière, déployait une ombre ajourée. Jaude voyait devant lui au loin ces pauvres branches qui tombaient sur la piste. Son feuillage en lambeaux est aussi hirsute que les plumes d'une poule à la saison de la mue. Jaude transpirait à présent. Le bleu de sa chemise s'assombrissait dans son dos et sous ses bras. Il baissa la visière de sa casquette et la plia par le milieu, cassant sa doublure cartonnée et garantissant ainsi qu'elle ne paraîtrait plus jamais neuve. Et tandis qu'il se dirigeait vers l'ombre du saule, ses pas gagnèrent en vitesse et en détermination. Il savait que sous l'arbre, il trouverait de l'ombre. Au moins une bande de bonne ombre intégrale dans l'axe du tronc, puisque le soleil avait amorcé sa descente. Le soleil tapait maintenant sur sa nuque et faisait naître un petit bourdonnement dans sa tête. Jaude ne voyait pas le pied de l'arbre, lequel poussait dans une cuvette qui retenait l'eau plus longtemps que les zones plates. Jaude pressa le pas pour fuir le soleil et s'engagea dans la déclivité. Il ralentit prudemment, car la bande d'ombre intégrale était prise. Un homme était assis par terre, adossé au tronc. Il avait les jambes croisées, un pied tendu presque à la hauteur de sa tête. Il n'entendit pas Jaude approcher, car il sifflait avec sérieux un air populaire. « Yes sir, that's my baby. That's my baby. » Son pied tendu oscillait de bas en haut, en rythme. Ce n'était pas un rythme entraînant. L'homme cessa de siffler et se mit à chanter d'un filet de voix douce et basse. « Yes sir, that's my savior. Jesus is my savior. Jesus is my savior now. On the level is not the devil. Jesus is my savior now. » Jaude avait pénétré dans l'ombre imparfaite du feuillage déplumé, quand l'homme, en l'entendant, s'interrompit et tourna la tête vers lui. C'était une longue tête, osseuse et à la peau tendue, et posée sur un cou aussi tendineux et musclé qu'une tige de céleri. Les yeux de l'homme étaient lourds et globuleux. Les paupières s'étiraient pour les couvrir, et ses paupières étaient rouges et à vif. Les joues étaient brunes, brillantes et glabres, et la bouche charnue, amusée ou sensuelle. Le nez dur et crochu tendait la peau à tel point que l'arête en paraissait blanche. Il n'y avait pas de sueur sur le visage, pas même sur le haut front pâle. Un front d'ailleurs anormalement haut, et bordé de tempes aux fragiles veines bleues. Une bonne moitié du visage se trouvait au-dessus des yeux. Les cheveux de l'homme, raides et gris, étaient rabattus en arrière et donnaient l'impression d'avoir été peignés avec les doigts. Il était vêtu d'une salopette et d'une chemise bleue, une veste en jean à boutons de cuivre et un chapeau marron sale,
sorte de porc-paille froissé, était posé à côté de lui. Des chaussures en toile, grises de poussière, gisaient à proximité, là où ils avaient atterri lorsqu'ils les avaient enlevés. L'homme dévisagea longuement Joe. La lumière entrait loin dans ses yeux marrons et faisait ressortir les paillettes d'or incrustées dans les iris. Le faisceau des muscles du cou saillait sous la peau. Joe se tenait immobile dans l'ombre ajourée. Il se découvrit, essuya son visage trempé avec sa casquette, puis la laissa tomber par terre, ainsi que son baluchon. L'homme, dans l'ombre intégrale, décroisa les jambes et creusa la terre avec ses orteils. Joe dit « Salut, fait une chaleur d'enfer sur la route. » L'homme assis le fixa d'un œil interrogateur. « Dis voir, tu serais pas Tom Joad, le fils au vieux Tom ?»« Si, dit Joad. C'est moi, je suis de retour. Tu dois pas te souvenir de moi, dit l'homme. » Il sourit et ses bonnes lèvres laissèrent voir de grandes dents de cheval. « Ah non, c'est pas possible que tu te souviennes. T'étais bien trop occupé à tirer sur les tresses des filles pendant que je te donnais l'Esprit Saint. Tu pensais qu'à ça, leur tirer sur les tresses. Tu te rappelles peut-être pas, mais moi j'ai pas oublié. C'est à cause de ça que vous êtes venus à Jésus tous les deux en même temps. Je vous ai baptisés tous les deux en même temps dans le fossé d'irrigation. Tous les deux à vous battre et à gueuler comme des putois. » Joe le regarda d'un air épuisé, puis il se mit à rire. « Mais oui, vous êtes le pasteur. Je parlais justement de vous un type. Il y a 1 heure de ça. » « Autrefois j'étais pasteur, » dit l'homme en recouvrant son sérieux. « Le révérend Jim Casey, dévoué au buisson ardent. Je clamais le nom du Christ pour sa plus grande gloire. Et devant moi les fossés grouillaient tellement de pécheurs repentis que la moitié manquait de se noyer. Mais c'est fini ça. » Il soupira. « Maintenant je suis plus que Jim Casey. Tout court. J'ai plus la vocation. J'ai tout un tas de pensées impures qui me viennent. Et elles me paraissent même pas si insensées. Si vous pensez à des choses, c'est forcé que ça vous donne des idées, dit Joe. Et évidemment que je vous rappelle de vous. J'aimais bien le culte quand c'était avec vous. Je me rappelle qu'une fois, vous nous avez récité tout votre sermon en marchant sur les mains et en braillant à tue-tête. Vous avez toujours été le pasteur préféré de ma mère. Et ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle disait que vous aviez pas une once d'Esprit Saint en vous. » Joe fouilla dans sa veste roulée, trouva sa poche et exhuma sa flasque. La tortue remua une patte, mais il serra le tissu autour d'elle. Il dévissa le bouchon et proposa la flasque. « Une petite gorgée ?» Casey accepta et couvra la flasque d'un regard sombre. « Je prêche plus beaucoup maintenant. Les gens ont plus trop l'Esprit Saint en eux. Et le pire, c'est que moi non plus. Des fois, ça arrive qu'ils se réveillent, bien sûr, alors je dis le culte. Ou bien je bénis les gens qui m'offrent à manger, mais le cœur y est plus. Je le fais uniquement parce que c'est ce qu'ils attendent. » Joe épongea de nouveau son visage et sa casquette. « Vous êtes quand même pas trop sain pour boire un coup aussi ?» demanda-t-il. Casey parut découvrir la flasque dans sa main. Il la leva et prit 3 grandes lampées. « Ça fait du bien un coup de gnôle, dit-il. »« Je vous crois, dit Joe. Et c'est pas de l'artisanal, hein. $1 que je l'ai payé. » Casey but encore une gorgée, puis il lui rendit la flasque. « Ah ouais, dit-il. Ah ouais. » Joe prit la flasque et par politesse se retint d'essuyer le goulot avec sa manche avant de boire. Il s'accroupit et déposa la flasque contre sa veste. Ses doigts trouvèrent un petit bâton pour dessiner ses pensées sur le sol. Avec la main, il balaya les feuilles tombées et il lissa un carré de poussière. Puis il se mit à tracer des angles et des petits cercles. « Ça fait une éternité que je vous ai pas vu, dit-il. »« Ça fait l'éternité que personne m'a vu, dit le pasteur. Je suis parti tout seul et j'ai pris du temps pour réfléchir. L'esprit est fort en moi, sauf que c'est plus pareil qu'avant. Il y a tout un tas de choses dont je suis plus si sûr. » Il redressa son dos contre le tronc. Sa main osseuse plongea comme un écureuil dans sa salopette et en ressortit un petit pain de tabac noir entamé. Il retira soigneusement les brins de paille et les peluches grises qui s'y étaient collées, puis il en croqua un coin et cala sa chique dans sa joue. Il en proposa à Joe, qui déclina en remuant son bâton. La tortue se débattait à l'intérieur de la veste. Casey baissa les yeux sur le vêtement qui gigotait. « T'as quoi là-dedans? Un poulet? Il va s'étouffer. » Joe serra plus fort le paquet. « Une vieille tortue, dit-il. Je l'ai ramassée sur la route. Un vieux bulldozer. Je me suis dit que j'allais la prendre pour mon petit frère. Les gamins, ça aime bien les tortues. » Le pasteur hocha lentement la tête. « Tous les gamins ont une tortue à un moment ou à un autre. Mais c'est pas possible de garder une tortue. Ça essaye et ça essaye. Et un beau jour, ça réussit à se faire la malle. Pareil que moi. J'ai pas été fichu de m'en tenir à mon bon vieil évangile, que j'avais juste à portée de main. Fallait que je dépiote et que je chipote jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien. Alors après, des fois, j'ai l'esprit en moi, mais j'ai plus rien à prêcher. J'attendais l'appel. Mais j'avais nulle part où conduire les gens. Vous savez qu'elle les mener en bateau, dit Joe. Les balancer à la flotte, leur dire qu'ils iraient cramer en enfer s'ils pensaient pas comme vous. Pas besoin de les conduire quelque part en particulier. Suffit de les conduire. L'ongle du tronc droit s'était allongé. Joe y pénétra avec soulagement, s'accroupit et déblaya un nouvel espace pour dessiner ses pensées avec son bâton. Un chien de berger à l'épais poil jaune arriva en trottant sur la route, la tête basse et la langue dégoulinante de bave. Sa queue pendait, mollement recourbée, et l'haletait puissamment. Joe le siffla, mais le chien se contenta de baisser la tête encore davantage, et pressa le pas vers la destination qui s'était fixée.
Il va quelque part, expliqua John, un peu piqué. Il rentre chez lui si ça se trouve. Le pasteur ne déviait pas de son sujet. Il va quelque part, répéta-t-il. C'est vrai, il va quelque part. Moi je sais pas où je vais. Tu sais, avant les gens sautaient partout et parlaient en langue et clamaient la gloire du Seigneur jusqu'à temps qu'ils s'évanouissent. Certains, j'étais obligé de les baptiser pour qu'ils reviennent à eux. Et après, c'est pas ce que je faisais. J'emmenais une des filles dans les grandes herbes et je couchais avec. Chaque fois je le faisais. Et ensuite, ça me restait sur la conscience, alors je priais, mais ça faisait rien. La fois d'après, quand les gens et moi on avait l'esprit en nous, je recommençais. Je me disais que j'étais un cas désespéré et un satané hypocrite. Mais je faisais pas exprès. Jaude sourit, ses longues dents s'entr'ouvrirent et il se lécha les lèvres. Y a rien de tel qu'un bon office chauffé à blanc pour leur faire écarter les jambes, dit-il. Je sais de quoi je parle. Ah, tu vois, s'écria Casey, en se penchant vers lui. Et quand j'ai compris ça, c'est là que je me suis mis à cogiter. Il agita de bas en haut sa main osseuse aux grosses phalanges, comme s'il tapotait affectueusement quelque chose. Et je me suis dit, moi je suis là à prêcher la grâce de Dieu. Et eux, ils la reçoivent tellement fort qu'ils se mettent à sauter partout et à crier. Et on dit que c'est le diable qui nous pousse à coucher avec les filles. Mais plus la fille a la grâce du Seigneur en elle, plus elle a envie de courir dans les grandes herbes. Alors je me suis, mon Dieu, nom d'un chien. Comment ça se pourrait que le diable il rentre dans une fille alors qu'elle a l'Esprit Saint tout en elle qui lui ressort par le nez et les oreilles? Moi je crois plutôt que s'il y a un moment où le diable a pas une chance sur un million d'y arriver, c'est bien là. Et c'était comme ça. Ses yeux brillaient d'excitation. Il actionna ses joues quelques secondes et cracha par terre. Et cracha roula et roula, amassant tant et si bien de la poussière qu'à la fin il ressemblait à une petite boule dure. Le pasteur ouvrit la main et regarda fixement sa paume avec l'air de lire dans un livre. Et moi, reprit-il plus bas. Moi j'ai toutes les âmes de ces gens-là dans le creux de ma main. C'est une responsabilité que je sens en moi, et à chaque fois que je couchais avec une fille. Il se tourna vers Jaude et il parut démuni. Son visage appelait à l'aide. Jaude dessina avec application un torse de femme dans la poussière, les seins, les hanches, le bassin. J'ai jamais été pasteur, dit-il. J'ai jamais laissé filer une occasion quand j'avais qu'à tendre la main. Et j'ai jamais réfléchi plus que ça. Sauf pour me dire que j'étais bien content que ça m'arrive. Mais t'étais pas pasteur, insista Casey. Pour toi, une fille, c'était rien d'autre qu'une fille. Pour toi, ça voulait rien dire de plus. Mais pour moi, les filles, c'était des vases sacrés. Je sauvais leur âme. Et avec toutes les responsabilités que j'avais, je les remplissais à ras-bord d'Esprit Saint et je les emmenais dans les grandes herbes. J'aurais peut-être dû faire pasteur, dit Jaude. Il sortit son tabac et ses feuilles et se roula une cigarette. Il l'alluma et regarda le pasteur à travers la fumée en plissant les paupières. Ça fait un bail que j'ai pas touché une fille, dit-il. J'ai dû perdre le coup. Ça me tracassait, j'en dormais plus la nuit, continua Casey. Avant d'aller dire le culte, je me répétais « Allez, ce coup-ci, je le fais pas !» Et en même temps que je le disais, je savais que j'allais le faire. Vous auriez dû vous marier, dit Jaude. Une fois, il y a un pasteur et sa femme qui ont logé chez nous pendant un moment. Des témoins de Jéhovah, c'était. Ils dormaient à l'étage. Ils disaient le culte dans la grange. Avec les autres gosses, on écoutait. Et après l'office du soir, le pasteur, je vous raconte pas ce qu'il lui mettait à sa bonne femme. Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Je pensais que j'étais seul. Ça a fini par me faire tellement souffrir que j'ai arrêté les frais et que je suis parti. Tout seul, pour réfléchir un bon coup. Il replia les jambes et gratta la peau entre ses orteils secs et crasseux. Je me suis dit, c'est quoi qui te ronge? C'est les filles dans les herbes? Et je me suis dit, non, c'est le péché. Et je me suis dit, les moments doivent être armés contre le péché parce qu'on a le Christ en nous. Comment ça se fait que c'est dans ces moments-là qu'on se met à jouer à de la braguette? Il tapotait le creux de ses mains avec 2 doigts au rythme de ses phrases, comme s'il y plaçait soigneusement chaque mot après l'autre. Je me suis dit, aussi bien c'est pas un péché, aussi bien on est tous fichus comme ça, aussi bien on se fait des misères pour rien du tout. Alors j'ai repensé aux sœurs qui se fouettaient avec des bouquets de fils barbelés, et je me suis dit que, si ça se trouve, elles aimaient bien se faire du mal, et que si ça se trouve, moi aussi j'aimais bien ça. Cette idée-là, quand elle m'est venue, j'étais allongé sous un arbre, et après je me suis endormi. La nuit est tombée, il faisait tout noir quand je me suis réveillé. Il y avait un coyote qui hurlait pas très loin. J'avais même pas eu le temps de comprendre ce qui m'était arrivé, que j'étais déjà en train de me dire tout fort, et puis merde, le péché et la vertu ça n'existe pas. Uniquement les choses qu'on fait. Tout ça, c'est un grand tout. Des fois on fait des choses bien, d'autres fois non. Mais personne n'a le droit de dire plus que ça. Il s'interrompit et cessa de fixer la paume de sa main dans laquelle il avait déposé les mots. Claude souriait de toutes ses dents, mais son regard était perçant et intéressé. Vous avez fait le tour de la réponse, dit-il. Vous avez trouvé la réponse. Casey se remit à parler, et sa peine et ses doutes résonnaient dans sa voix. Je me suis dit, comment est-ce qu'il s'appelle, cet esprit? Et je me suis dit, c'est l'amour. J'aime tellement les gens que des fois, ça me fait dérailler. Et puis je me suis dit, t'aimes Jésus, oui ou non? J'y ai réfléchi, et pour finir, je me suis dit, non. Je connais personne qui s'appelle Jésus. Je connais un paquet d'histoires. Mais ce que j'aime, moi,
c'est les gens. Et des fois, j'aime quand ils déraillent. Et je veux qu'ils soient heureux. Et c'est pour ça que je prêchais des choses qui pouvaient les rendre heureux. Et après, dis, ça fait un bout de temps que je code. Tu trouves peut-être ça bizarre de m'entendre dire des gros mots. C'est parce que pour moi, c'est plus des gros mots. C'est des mots qu'on utilise sans penser à mal. Mais bon, je vais te raconter une dernière idée que j'ai eue. Et pour un pasteur, il n'y a pas moins religieux que ça. Donc je peux plus être pasteur vu que je l'ai eu cette idée. Et que j'y crois. C'est quoi cette idée? Demanda Jaude. Casey prit un air embarrassé. Tu seras pas vexé si elle te plaît pas, hein? Je me vexe jamais, sauf quand on me met une baigne dans le nez, dit Jaude. Allez, dites, à quoi vous avez pensé? J'ai pensé à l'Esprit Saint et au chemin du Christ. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on se rapproche au Seigneur ou à Jésus? Peut-être parce qu'ils ont en eux tous les hommes et les femmes qu'on aime. Si ça se trouve, c'est ça le Saint-Esprit. L'esprit humain. Le grand truc. Ça se trouve, les hommes y font ensemble une grande âme immense qui rassemble tout le monde. Et pendant que je réfléchissais à ça, d'un coup, j'ai compris. J'ai compris au fond de moi que c'était la vérité. Et je suis toujours convaincu que ça l'est. Je baissa les yeux, peut-être incapable de soutenir ceux du pasteur et leur franchise pure. Vous pouvez pas prêcher ces idées-là, dit-il. Vous allez vous faire virer à coups de 2 pieds aux fesses avec ces idées-là. Sauter partout et crier, c'est ça qu'ils aiment, les gens. C'est pour ça que ça leur fait du bien. C'est ça qui leur fait du bien. Ma grand-mère, dès qu'elle commençait à parler en langue, il n'y avait plus moyen de la tenir. Elle pouvait vous mettre KO, un diacre, en lui donnant son coup de poing à la gueule. Casey le fixait d'un air sombre. Il y a un truc que j'aimerais te demander, dit-il. Un truc qui me trotte dans la tête. Allez-y, je peux te bavard quand je veux. Bon, commença le pasteur. Quand je t'ai baptisé, toi, j'étais porté par la gloire de Dieu. Ce jour-là, c'était des petits bouts de Jésus qui me sortaient par la bouche. Tu dois pas t'en rappeler parce que t'étais trop occupé à tirer sur les tresses de la petite fille. Je me rappelle, dit Jaude. C'était Suzy Little. Elle m'a cassé un doigt l'année d'après. Est-ce qu'il t'a fait du bien ce baptême? Est-ce qu'il a changé ta vie? Jaude réfléchit un moment. Non. Je peux pas dire que j'ai senti grand-chose. Bon. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Réfléchis bien. Jaude ramassa la flasque et but une gorgée. Ça m'a rien fait. Ni en bien, ni en mal. C'était marrant, voilà. Il tendit le whisky au pasteur. Casey soupira et but, dit que la flasque était bientôt à sec, et reprit une toute petite gorgée. Bon, dit-il. Je commençais à avoir peur que mes conneries aient causé du tort à quelqu'un. Jaude jeta un coup d'œil à sa veste et s'aperçut que la tortue s'était dépêtrée du tissu et se carapatait dans la direction qu'elle suivait lorsque Jaude l'avait trouvée. Jaude l'observa quelques instants, et il se leva sans se presser, l'attrapa et la remmaillota dans sa veste. J'ai pas de cadeau pour les petits, expliqua-t-il. Rien que cette vieille tortue. C'est drôle, dit le pasteur. J'étais en train de penser au vieux Tom Joad quand t'es arrivé. Je me disais que j'allais passer le voir, autrefois. Autrefois, j'étais convaincu qu'il croyait en rien. Comment est-ce qu'il va? Je sais pas. Ça fait 4 ans que j'ai pas mis les pieds à la maison. Il t'a pas écrit? Joad parut gêné. C'est-à-dire que c'est pas le genre à écrire pour faire du bien ou à écrire pour écrire. Il s'est léché un crayon et signé son nom comme tout le monde, mais il a jamais écrit de lettres. J'ai toujours entendu dire que les choses qu'il pouvait pas dire avec sa bouche, elles méritaient pas qu'il prenne un crayon pour les écrire. T'étais parti en voyage tout ce temps? Demanda Casey. Vous êtes pas au courant? Fit Jaude avec suspicion. Ils en ont parlé dans tous les journaux? Non, j'ai jamais... Quoi? Casey croisa ses longues jambes et se cala contre le tronc de l'arbre. L'après-midi avançait rapidement et le soleil prenait une teinte plus profonde. En souriant, Jaude répondit. Autant que je vous le dise maintenant et qu'on n'en parle plus. Mais si vous étiez encore pasteur, je vous le dirais pas. J'aurais trop peur qu'il vous vienne à l'idée de prier pour moi. Il vida la flasque et la lança au loin, et le petit flacon glissa sans à-coups sur la poussière. J'ai passé les 4 dernières années à McAllister. Casey se tourna vers lui et fronça les sourcils, ce qui fit paraître son grand front encore plus grand. Pas envie de parler, hein. Je prendrai pas de questions, si t'as fait quelque chose de mal. Ce que j'ai fait, je le referai, dit Jaude. Je me suis battu avec un gars et je l'ai tué. C'était pendant un bal, on était cuits. Il m'a foutu un coup de couteau et moi je l'ai tué avec une pelle qui traînait pas loin. En purée, je lui ai mis à sa tête. Les sourcils de Casey retrouvèrent leur position normale. Alors, t'as honte de rien? Rien du tout, dit Jaude. J'ai pris seulement 7 ans, vu qu'il m'avait foutu un coup de couteau. Et je suis sorti au bout de 4, libération conditionnelle. Donc t'es sans nouvelles de tes parents depuis 4 ans. Oh non, ma mère m'a envoyé une carte postale il y a 2 ans. Et à Noël dernier, c'est ma grand-mère. Qu'est-ce que ça a pu faire marrer les gars du bloc, nom de Dieu? Dessus, il y avait un sapin et un truc brillant un peu comme de la neige. Et un poème. Joyeux Noël, mon bel enfant. Doux agneau du Christ aimant, au pied du sapin tu trouveras le cadeau que j'y ai mis pour toi. À tous les coups, ma grand-mère l'avait même pas lu. Elle avait dû l'acheter à un représentant de commerce et choisir celle qui brillait le plus. Ils ont failli en crever de rire, les gars du bloc.
Après, ils ont commencé à appeler mon doux agneau. Mais voilà, elle a pas voulu me faire une blague. Elle a trouvé la carte jolie, elle s'était pas embêtée à la lire. Elle a paumé ses lunettes l'année où je suis parti en prison. Possible qu'elle les ait jamais retrouvées. Comment est-ce qu'ils t'ont traité, McAllister demanda Casey. Ça va, on avait à manger tous les 3 jours, des vêtements propres et un endroit pour se laver. Ça avait des côtés chouettes. Mais c'est pas facile d'être privé de femme. Soudain, il éclata de rire. Il y a un mec qui est sorti en conditionnel. Un mois plus tard, il était de retour. Il avait un français inconditionnel. Quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu: « Y a pas tout ce confort chez mon vieux. Pas d'électricité, pas de douche. On avait pas de livre et la bouffe est dégueulasse. » Il a dit qu'il préférait revenir en prison parce que c'était confortable et qu'il mangeait à sa faim. Il se sentait seul dehors, et se demandait ce qu'il allait faire après. Donc il a volé une bagnole et est revenu. Jod sortit son tabac, souffla sur son carnet de papier brun pour en soulever une feuille et se roula une cigarette. « Il a raison, reprit-il. Hier soir, j'étais en train de me demander où j'allais dormir et ça m'a fait peur. Du coup, j'ai commencé à penser à mon pieu, au cinglé qui était en cellule avec moi. On avait monté un orchestre avec d'autres gars. On était bons. Le cinglé, il arrêtait pas de nous dire qu'on devrait passer à la radio. Et ce matin, j'ai pas su à quelle heure il fallait que je me lève. Je suis resté allongé en attendant la sonnerie. » Casey eut un petit rire. « Il y en a bien qui peuvent plus passer du bruit de la scierie. » La lumière de l'après-midi, jaunissante et poudrée, déposait un voile d'or sur la terre. Les tiges de maïs paraissaient d'or massif. Un vol d'hirondelles fondit sur un trou d'eau. Dans la veste de Jod, la tortue se lança dans une nouvelle tentative d'évasion. Jod plia la visière de sa casquette. Elle commençait à revêtir la longue forme arquée d'un bec de corbeau. « Je crois que je vais en remettre tranquillement en chemin, dit-il. J'ai horreur de marcher sous le cagnard, mais ça s'est calmé. » Casey rassembla ses affaires. « Une éternité que j'ai pas vu ce vieux Tom, dit-il. Je comptais passer le saluer. Pendant des années, j'ai amené le Christ à tes parents et j'ai jamais demandé un sou. Rien qu'un petit quelque chose à manger. Venez avec moi, dit Jaune. Mon père serait content de vous voir, je l'ai toujours entendu répéter que vous étiez trop bien monté pour un pasteur. » Il ramassa sa veste et serra l'étoffe autour de la tortue et de sa paire de brogues. Casey récupéra ses chaussures en toile et glissa ses pieds nus. « Je suis moins confiant que toi, dit-il. J'ai toujours peur qu'il y ait un bout de verre ou ferraille caché sous la poussière. Et y a rien que je déteste plus que de me couper les orteils. » Ils hésitèrent un instant à quitter l'ombre, puis ils plongèrent dans la lumière jaune tels deux nageurs pressés de regagner le rivage. Après quelques foulées rapides, ils ralentirent et adoptèrent un pas plus tranquille, plus propice à la réflexion. L'ombre des épis de maïs était maintenant grise et oblique, et à l'air rempli d'une odeur vive de poussière chaude dans les champs, le maïs céda la place à du coton vert foncé, causse en formation et feuilles vert foncé sous une pellicule de poussière. La pousse était inégale, dense dans les creux qui avaient retenu l'eau, clairsemée aux endroits plus élevés. Les plants luttaient contre le soleil, et le lointain, vers l'horizon, disparaissait dans un brin fauve. Devant eux, la piste en terre ondulait. À l'ouest, une rangée de saules bordant un ruisseau. Au nord, une parcelle en friche qui retournait à ses conditions de broussailles éparses. Mais l'odeur de la poussière brûlée saturait l'air, et cet air était sec, si sec que le mucus formait une croûte dans le nez, et que les yeux pleuraient pour éviter de se dessécher. Casey dit: « Regarde un peu comme le maïs poussait bien avant que la poussière se lève. Ça aurait été une sacrée récolte. » « Tous les ans, dit John. Dans mon souvenir, tous les ans, on avait une bonne récolte qui s'annonçait, mais elle n'arrivait jamais. Si on en croit le grand-père, la terre était bonne les 5 premiers labours quand il y avait encore des herbes sauvages dedans. » La piste descendit au fond d'une petite dépression, puis remonta. « On doit pas être à plus d'1,5 km de chez le vieux Tom, dit Casey. C'est pas derrière la 3e butte, là-bas? »« Si, dit John. À moins que quelqu'un ait volé la maison comme mon père l'avait volée. »« Ton père a volé votre maison? »« Ouais, il l'a trouvée à 2 km vers l'est et il l'a traînée. Elle appartenait à une famille qui est partie. Mon grand-père, mon père et mon frère Noah, ils ont essayé de l'embarquer en entier, mais elle n'a pas voulu venir. Donc ils ont pris seulement un bout. C'est pour ça qu'elle est bizarre d'un côté. Ils l'ont coupée en deux et ils l'ont traînée jusqu'ici avec 12 chevaux et 2 mules. Ensuite ils sont repartis chercher la 2e moitié pour la recoller à la première. Mais avant qu'ils aient le temps d'arriver, Wink Mealy et ses fils avaient piqué. Ils l'ont eu en travers de la gorge, le père et le grand-père. Mais un peu plus tard ils se sont mis une cuite avec Wink et ils se sont fendus la poire. Le vieux Wink, il disait que c'était sa maison. Le vieux Wink, il disait que sa maison, c'était une jument qui attendait le mâle. Et que si on amenait la nôtre, ça pourrait nous donner toute une portée de maison pourrie. C'était un phénomène, celui-là, quand il était bourré. Après ça, ils sont devenus amis, mon père à lui. Il perdait pas une occasion de se prendre une cuite. Tom est un sacré type, acquiesça Casey. Ils descendirent péniblement au fond d'une cuvette, puis ils ralentirent le pas pour la monter. Casey essuya son front avec sa manche et remit son chapeau plat. « Oui, » répéta-t-il. Tom était un sacré type. Même s'il croyait en rien, c'était un sacré type. Des fois, pendant le culte, je voyais que l'esprit rentrait un peu en lui, et je l'ai vu faire des bonds de 3 mètres. Je vais même te dire, quand le vieux Tom recevait une dose d'Esprit Saint, t'avais intérêt à t'écarter si tu voulais pas qu'il te culbulte et qu'il te marche dessus. Un étalon dans un box.
Ils atteignirent le sommet de la butte suivante, depuis lequel la route dévalait vers une vieille ravine, sale et vide, dont le tracé haché était rejoint, d'un bord et de l'autre, par les cicatrices d'écoulements passés. Quelques pierres formaient un gué. Pieds nus, Joe traversa à petits pas précautionneux. « Vous parlez de mon père, dit-il. Mais vous auriez dû voir l'oncle John à la fois il était baptisé, chez Polk, par là-bas. Parce qu'il s'est mis à se jeter par terre et à sauter en l'air. Il a sauté par-dessus un buisson balèze comme un piano, dans un sens et puis dans l'autre, en hurlant à la lune. Mon père, il l'a vu faire, et le père était convaincu que personne dans la région pouvait le battre quand il y avait Jésus en lui. Il s'est trouvé un buisson encore 2 fois plus balèze que celui de l'oncle John, il a gueulé comme une truie qui mettrait à bas des morceaux de verre, il s'est mis à cavaler vers son buisson, il a sauté par-dessus et s'est cassé la jambe droite. Et là, l'esprit, il s'est envolé d'un coup net. Le pasteur a bien essayé de prier pour le soigner, mais le père il a dit non merci. Comme quoi il se contenterait parfaitement de voir un toubib. Il n'y avait pas de toubib à proximité, mais il y avait un dentiste ambulant qui lui a saigné sa jambe. Ça n'a pas empêché le pasteur de dire une prière. Ils attaquèrent d'un pas lourd l'autre versant de la ravine. Le soleil maintenant sur le déclin s'était calmé, et même si l'air demeurait chaud, ses rayons les assommaient moins. La route était toujours bordée par le fil qui pendait entre les piquets tordus. À main droite, une clôture fendait en deux le champ de coton. Et le coton vert et poussiéreux était identique des deux côtés. Poussiéreux, sec et vert foncé. Ça, c'est la limite de chez nous, fit Joe en pointant la clôture du doigt. On n'avait pas vraiment besoin de mettre une clôture, mais on avait le fil et mon père aimait bien l'idée qu'elle soit là. Il disait que ça l'aidait à se rendre compte que 40 arpents, c'était 40 arpents. Mais on l'aurait jamais eu si l'oncle John s'était pas pointé un soir avec 6 rouleaux de fil dans sa charrette. Il les a passés à mon père en échange d'un porcelet. On n'a jamais su où il avait trouvé tout ce fil. Ils ralentirent, plantant leurs pieds dans la profonde couche de poussière douce, devinant la terre au-dessous. Joe regardait en lui, dans sa mémoire. Il paraissait rire intérieurement. « Il était vraiment taré, l'oncle John, dit-il. Il y a qu'à voir ce qu'il a fait de ce porcelet. » Il gloussa et reprit sa marche. Jim Casey était suspendu à ses lèvres. La suite de l'anecdote se faisait attendre. Il laissa à Joe le temps qu'il lui fallait. Puis, avec une pointe d'agacement, il se résolut à demander « Bon, et donc, qu'est-ce qu'il en a fait de ce porcelet? Hein? Oh bah il l'a tué sur place et après il a dit à ma mère d'allumer le fourneau. Il a débité les côtelettes, il les a flanquées dans la poêle et il a mis les travers et une cuisse dans le four. Il s'est envoyé les côtelettes en attendant que les travers soient prêts. Et ensuite il s'est envoyé les travers en attendant que la cuisse soit prête. Et ensuite il a commencé à bouffer les cuisses. Et il se coupait des gros morceaux et il les engloutissait à la chaîne. Avec les petits on le regardait faire en bavant. Il nous en a filé un peu mais il voulait rien filer à mon père. C'est tellement empiffré qu'il a dû aller vomir et ensuite il s'est mis au lit. Pendant qu'il dormait, le père et moi on a fini la cuisse. Et le lendemain matin, quand l'oncle s'est réveillé, il a balancé l'autre cuisse au four. Mon père, il lui a fait « Tu veux vraiment manger ce porcelet en entier, John ?» Il lui a répondu « J'y compte bien, Tom. Mais j'ai peur de pas y arriver avant qu'il se perde, même si je passais la journée à manger. Aurait peut-être mieux que tu te prennes une assiette et que tu me rendes 2 rouleaux de fil. » Sauf que le père, il est pas idiot. Il a laissé l'oncle John baffer à s'en rendre malade, et quand l'oncle est reparti, il en restait plus que la moitié. Mon père lui a demandé pourquoi il le salait pas, mais c'est pas le genre à l'oncle. Quand il veut manger du cochon, c'est tout un cochon. Et une fois qu'il a fini, il veut plus en entendre parler. Donc il est rentré chez lui et mon père a salé ce qui restait. Si j'avais encore l'esprit en moi pour prêcher, dit Casey, je ferais un sermon là-dessus et je le dirais devant toi. Mais j'ai arrêté. Pourquoi il a fait ça d'après toi? Je sais pas, répondit Joe. Il avait envie de cochon, c'est tout. Ça me donne faim rien que d'y penser. En 4 ans, on a eu 4 fois du rôti de porc. Une tranche pour Noël. Si ça se trouve, Tom va tuer le veau gras en l'honneur du fils prodigue, se laissa aller Casey. Joe eut un rire méprisant. Vous connaissez pas mon père. Quand il tue un poulet, c'est lui qui gueule le plus fort des deux. Il est pas foutu de retenir la leçon. Il garde toujours un porc pour Noël, mais ça rate jamais. Tous les ans, le porc crève en septembre à cause d'un ballonnement ou je sais quoi, et on peut pas le manger. Mon oncle John, il a envie de manger du cochon, et il a mangé du cochon. Il s'est rempli la bourse. Passèrent le sommet de la butte et virent la ferme des Joe en contrebas. Et Joe s'arrêta. Elle est plus pareille, dit-il. Regardez, il y avait quelque chose, et plus personne. Sans bouger, les 2 hommes observaient la petite grappe de bâtiment.